Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux parce que oui, elle fait très mal celle-ci, cette défaite face à l'Espagne. Perso, dans ma jeune histoire, j'avais jamais été aussi confiant autour d'une équipe de France, jamais été aussi confiant sur la force de nos Bleus. Et pourtant, face aux Espagnols, ça a été une contre-performance totale. Je me sens personnellement trahi et en plus, dans l'histoire des Bleus, dans l'histoire de cette belle équipe de France, est-ce que même on se souviendra de cette épopée 2026? Parce que quand on parcourt, c'est en poule, bon, Sénégal, Norvège, Irak, mais qu'ensuite tu bats simplement la Suède en 16e de finale, le Paraguay en 8e, donc t'as même pas eu ton France-Allemagne qui aurait pu être pimenté, puis le Maroc en quart, et puis cette défaite 2-0 face à l'Espagne. Je pense que ce parcours est largement oubliable. Mais les gars, malgré notre malheur, il y a quand même quelque chose qui peut nous donner du baume au cœur, c'est qu'au moins on n'est pas anglais parce que eux ils morflent sévèrement. Je pense que c'est la nation qui incarne le plus la loose de l'entièreté de la planète du football. Ça fait 60 années qu'ils n'ont pas rallié la finale de la Coupe du Monde. Ils sont même sur 2 finales d'Euro consécutives perdues. Et en plus, à chaque fois dans des scénarios où ils passent pas loin de le faire, mais il y a des mauvais choix, des contre-performances individuelles qui font que ça le fait pas à l'arrivée. Et donc voilà les amis, ça nous mène ici avec cette petite finale, ce match qui sert à rien dans une Coupe du Monde, mais qu'on va quand même disputer ce samedi 23h, un France-Angleterre. Sur le papier, c'est très sympa. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu les 11 que j'imagine de ces deux équipes et mon pronostic pour cette rencontre. Avant de faire ça, comme d'habitude, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour me donner de la force. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Et déjà, pour les enjeux, pour l'enjeu principal de ce match, c'est tout simplement d'aller chercher la 3e place de ce mondial 2026. Hormis ça, il n'y a pas des masses d'enjeux, à part peut-être la course aux souliers d'or, où tu as encore Lionel Messi qui est premier avec 8 réalisations et 4 passes D, qui fait qu'il est devant Mbappé qui a 8 buts aussi, mais seulement 3 passes décisives. Donc Kylian, soit en marquant 1 ou 2 buts, soit en mettant 2 passes décisives ou plus, pourrait repasser premier dans cette course. On a aussi peut-être Bellingham et Harry Kane qui pourraient, les deux avec un triplé, repasser à la première position, même si ça a très peu de chances d'arriver. Et aussi, autre petit enjeu individuel, c'est la course au ballon d'or. En plus de la course aux souliers d'or, pour l'instant, les deux favoris annoncés sont Yamal et Messi. C'est un petit peu normal, ce sont les deux leaders d'attaque des deux nations qui sont en finale. Dépendamment de leur performance, ce dimanche, ça pourrait sceller définitivement le débat. Mais si par exemple l'Espagne s'impose avec un Yamal qui encore une fois n'est pas super décisif pour son équipe, on pourrait avoir une relance à la course au ballon d'or où des Harry Kane, des Dembélé, des Mbappé seraient potentiellement remis dans la course, ou même je sais pas, un Kvaratskhelia du côté du PSG qui a été exceptionnel mais n'a pas joué la Coupe du Monde pourrait revenir en tête des sondages pour le ballon d'or. Donc voilà, il y a quand même cet enjeu qui est à suivre. Bref, vous l'avez compris, c'est pas le match qui a le plus d'enjeux de l'histoire du foot, mais ça va être quand même intéressant à suivre. Et commençons déjà l'analyse par parler de l'Angleterre. Eux qui se sont complètement sabordés face à l'Argentine. Moi perso, je pensais qu'après cette ouverture du score de Gordon, c'était quasiment fini. On avait une rencontre assez stérile, assez équilibrée, où moi je pensais que le premier but allait faire toute la différence, mais finalement non. Je pense même que Tuchel a fait n'importe quoi, on va reparler de ses choix un petit peu plus tard, mais lui en déclaration, en interview de fin de match, a dit: aujourd'hui nous avons joué l'un de nos meilleurs matchs, peut-être même notre meilleur match, nous avons aucun regret. Alors que je pense que des regrets il peut en avoir. Déjà, si tu te penches sur les statistiques et que tu regardes le momentum, après l'ouverture du score, l'Angleterre n'a plus rien produit. On parle d'une équipe qui avait 36% de possession pour seulement 0,5 XG, alors que l'Argentine était plus entreprenante dans cette rencontre avec 64% de possession et quasiment 2 expected goals. Et en fait, ce switch dans le momentum, alors qu'on avait, comme on l'a dit, une rencontre équilibrée jusqu'à l'ouverture du score, c'est surtout dû au choix tactique, au choix de joueurs qui ont été mal sentis de la part de Tuchel, qui dès l'ouverture du score en fait a décidé de faire rentrer que des remplaçants pour essayer de tenir ce 1-0. Malheureusement, c'est une stratégie qu'on a vu tout au long du tournoi ne jamais fonctionner. Il y a eu que des retournements de situation dans cette Coupe du Monde 2026. Je comprends pas pourquoi l'entraîneur allemand a décidé d'avoir un bloc aussi bas et autant de densité défensive quand finalement ça faisait entièrement le jeu de l'Argentine, qui aime bien avoir justement ce contrôle de la balle et ce siège, avec en plus des joueurs comme Messi, comme De Paul, comme Enzo Fernandez qui sont des bons tireurs de loin. Je pense que c'était pas très inspiré. Et pour prouver davantage l'absence de jeu, le bus posé par les Anglais après leur ouverture du score, vous avez ici les stats de toutes les passes tentées par l'Angleterre entre la 66e minute, donc le but de Gordon, et l'égalisation argentine à la 85e. Déjà, il faut noter que les Anglais ont tenté uniquement 7 passes et n'en ont réussi que 2. Donc en 18 minutes, il y a eu seulement 2 passes réussies et ça a été des échanges entre Pickford et John Stones. Et donc on pourrait dire que le karma les a rattrapés
rattraper et du coup c'est l'Argentine qui va en finale et Tourelle a parlé de ce match de samedi pour la 3e place face à la France et l'ambiance, le sentiment général est que personne ne veut jouer le match. L'entraîneur allemand ne semble pas emballé par cette rencontre mais il faudra quand même la jouer, il faudra rester professionnel. Il a aussi dit qu'il ferait sûrement énormément tourner son équipe et donc quel sera le 11 de l'Angleterre face à la France? Personnellement, je ferai ces paris là, je pense que ça va tourner oui, mais on aura peut-être Dean Henderson en gardien, je sais pas si c'est lui le gardien numéro 2 ou si c'est Trafford. Ensuite pour la défense, je pense que le retour de suspension de Quansah fera qu'il est titulaire, j'imagine Quansah aussi dans le 11, lui qui n'a pas démarré face à l'Argentine. Aurélie c'est le même cas de figure, maintenant qui sera le deuxième central? Est-ce que ce sera Dan Burn qui n'a encore pas démarré de rencontre ou est-ce que Gueye va enchaîner? Ensuite pour le milieu de terrain peut-être Mainu Anderson afin de faire souffler un petit peu Declan Rice. Au poste de numéro 10 pardon, je mettrai Eze à la place de Jude Bellingham et puis sur le front de l'attaque Saka, Rashford et Watkins. Les petits doutes que j'ai c'est à droite est-ce qu'il va mettre Saka ou Madueke et puis en rôle de buteur est-ce que tu mets Watkins ou est-ce que tu mets Kane, ton capitaine, pour lui faire marquer davantage de buts dans cette Coupe du Monde? On aura toutes les réponses 1h30 avant le match mais je pense que dans la globalité ça risque de ressembler à ça. Maintenant parlons de notre équipe de France. L'histoire à raconter pour nos bleus c'est que malgré la déception du match face à l'Espagne, c'est tout de même la dernière officiellement de Didier Deschamps à la tête des bleus. Ça viendra alors conclure 14 ans d'aventure pour ce bon Didier Deschamps. Finalement son bilan est assez maigre, seulement une Ligue des Nations et une Coupe du Monde en 2018. Franchement avec les deux générations de fous qu'il a eu à diriger, d'abord la génération Griezmann, ensuite la génération Mbappé, Olise, etc. On peut argumenter que c'est un bilan assez décevant finalement, surtout qu'à chaque fois qu'il a été testé face à des grosses nations, face à des gros entraîneurs, il a souvent été surpassé tactiquement et on voyait que le jeu collectif des Bleus n'était pas à la hauteur des très grandes nations qu'elle a affrontées dans ces 14 années. Entre autres, on peut penser à l'Allemagne 2014, l'Allemagne 2016 où c'est passé ras du cul aussi. En 2018 aussi face à la Belgique, ça a été très compliqué sur le plan collectif. En 2021, il y a ce crash contre la Suisse mais c'est pas exactement le cas et puis 2024-2026, t'as quand même un énorme gap collectif par rapport à cette Espagne de La Fuente. Et le pire c'est que sur ces 2 dernières années, depuis l'échec à l'Euro, t'aurais pu travailler, t'aurais pu réduire justement cet écart et finalement non, ça a été exactement la même chose en 2026. Rajoute aussi pour ternir ce bilan que dans ses choix d'hommes et ses remplacements au cours de match, on n'a jamais eu un DD très inspiré, donc voilà. La conclusion c'est que son règne à la tête des Bleus n'est pas si exceptionnel que certains veulent le dire. Maintenant pour reparler de l'équipe 2026 et revenir un petit peu sur le match face à l'Espagne, ça a été très compliqué collectivement comme on l'a dit, vous avez ici les stats avec une possession qui a été équilibrée mais par contre en termes d'expected goals, de qualité offensive, en tout cas d'efficacité offensive, on était à 0,3 XG pour les Bleus qui n'ont quasiment rien créé contre 1,63 pour les Espagnols. Et en plus de ce mauvais match, moi je trouve que les choix du sélectionneur ont été mauvais. Déjà Lucas Digne, je comprends pas pourquoi il était mis titulaire dans cette Coupe du Monde. On sait que ce soit en club ou même son passif en sélection, à chaque fois qu'il joue contre un attaquant droit un petit peu virevoltant, il se fait mélanger. Ça a été encore le cas contre Yamal. Idem la sortie de Rabiot à la mi-temps alors que c'était ton meilleur milieu de terrain, c'était compliqué. Et même déjà à la base, le meilleur milieu, le meilleur double pivot de la France incontestablement durant cette Coupe du Monde, ça a été Rabiot-Koné. Et là t'as décidé de partir sur Rabiot-Chouameni avec en plus un Aurélien Chouameni qui était pas à 100% et qui a fait un match dégueulasse. Pour moi tu t'es tiré une balle dans le pied. Et idem, t'as Olise et Dembélé qui étaient à côté de leur pompe, qui empêchaient toute fluidité du jeu offensif bleu. Et en fait t'as pas sorti Dembélé de la rencontre et t'as sorti Olise qu'à la 72e. Et donc pour moi tous ces choix ont mené à cette défaite 2-0 et ont empêché justement une révolte française, un changement de visage qu'aurait pu permettre une égalisation peut-être quand l'Espagne menait seulement 1-0. Dans tous les cas, moi je compte sur ce match face aux Anglais, ce match de la 3e place, pour que l'équipe se rattrape, pour qu'elle montre un meilleur visage. Ça sera sûrement sans les titulaires parce que Dédé a affirmé qu'il va faire tourner lors de ce match de samedi. Et pour avoir quelques pistes d'à quoi ressemblerait la compo française, souvenez-vous lors du rassemblement de mars, la tournée en Amérique, on avait eu 2 rencontres face au Brésil et la Colombie. On avait gagné 2-1 face aux Brésiliens avec le 11 type de l'équipe de France qui était quasiment le même de celui qu'on a eu lors de la Coupe du Monde. Et dans le match face à la Colombie remporté 3-1, c'était les coiffeurs, c'était les remplaçants qui avaient joué. Ils avaient d'ailleurs fait une exceptionnelle performance face à une équipe colombienne. C'était quasiment le 11 qu'on a vu lors de cette CDM. Et on a pu s'apercevoir que la Colombie c'était quand même des clients. Et puis voilà, le 11 c'était Kaloulou, Samba, Lacroix, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Kanté, Zahir Emery, Akliouche, Cherki en numéro 10, Doué à gauche et Thuram en pointe. On peut alors imaginer que Dédé va s'appuyer sur ce qui avait marché face à la Colombie il y a quelques mois de ça. Et moi le 11 perso que je ferai tourner déjà toute la base arrière avec Samba, Gusto, Konaté, Lacroix et peut-être soit
soit Théo Hernandez, soit son frère Lucas. Ensuite, pour le milieu de terrain, je mettrai Zahir Emery à 100%. Et maintenant, j'aimerais bien voir l'association Koné-Zahir Emery, parce que ce sont deux jeunes joueurs qui ont pour vocation à être l'avenir des Bleus, donc ce serait bien qu'ils aient des minutes ensemble. Ensuite, je vais repartir sur l'association Cherki-Akliouche qui avait très bien marché face à la Colombie. Les deux se trouvent les yeux fermés sur le terrain. Idem face aux Colombiens, c'était Doué à gauche. Moi, je partirais sur ça et peut-être laisser Mbappé en pointe, laisser ton capitaine. Déjà pour l'habituer à jouer avec ces jeunes joueurs, apporter une dose d'expérience et de qualité individuelle supplémentaire. Et aussi, ça permettrait de relancer la course au soulier d'or si Mbappé met 1 ou 2 buts face aux Anglais. Malheureusement, je suis pas certain que ce sont les choix que vont faire Deschamps. Je pense qu'il va mettre Kanté titulaire parce qu'il a pas eu de minutes pour l'instant dans cette compétition. Idem, je sens qu'il va vouloir faire jouer Marcus Thuram, donc je sais pas si ce sera en pointe avec Doué à gauche ou Thuram ailier gauche avec Mbappé en pointe. Il y a même une possibilité qu'on ait Thuram à gauche avec Mateta en tant que numéro 9 et là ça serait assez catastrophique à voir les choix que Dédé fait. Dans tous les cas, voilà, on a dressé le portrait de la France et de l'Angleterre. Il est temps de passer maintenant à mon pronostic pour cette petite finale. Et en fait, même si les deux équipes sont en dépression, même si les deux équipes vont faire tourner, j'espère qu'il y aura un petit peu de jeu, j'espère que les deux vont se lâcher. Je pense quand même qu'il n'y aura pas un rythme de fou furieux. Les saisons reprennent dans 3-4 semaines. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a envie de se blesser pour ce match en bois. Et donc, vu qu'on risque de voir deux équipes assez démotivées, je pense qu'il y a un facteur qui risque de pencher côté anglais, c'est que la fédération anglaise visiblement soutient Thomas Tuchel. Il ne sera pas limogé suite à cette Coupe du Monde et sera visiblement le sélectionneur qui officiera lors de l'Euro 2028 qui aura lieu en Angleterre. Et donc pour certains joueurs, les Rashford, les Saka, les Watkins, etc., c'est peut-être le moment, ce match, de gagner des points dans les yeux de Tuchel et commencer à gratter sa place en vue de l'Euro qui arrive. Alors que côté français, Dédé va partir et en plus je pense pas qu'il soit très motivé, je pense pas qu'il va préparer son match à 100% et donc il n'y a pas cette composante pour certains joueurs que de gratter leur place. Donc ce petit supplément de motivation supplémentaire de la part de certains joueurs anglais va faire que ça va pencher de leur côté. J'espère que ce sera un match ouvert avec un 3-2 et donc un petit festival de buts. Dans tous les cas, je vois quand même les Anglais un petit peu au-dessus. Dans tous les cas, n'hésite pas à me dire si t'es d'accord avec ce pronom en commentaire, donne-moi ta vision. Pour les buteurs, je pense que côté bleu, Cherki va mettre un but et peut-être Mbappé s'il est titulaire. Côté anglais, j'imagine un petit coup franc de Rashford, pourquoi pas, ainsi qu'un but de Saka et peut-être un but de Kane. Avant de partir, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Merci d'être arrivé jusqu'ici, bon match à toi et bonne finale de Coupe du Monde, c'était Capia, gros bisous.